need your phone now? It's on. Don't forget to press record, so you should be able to see it. No, I don't see anything. It's on record. On va se voir donc. Excusez-nous. Do you see it? Okay. Maybe everybody wants to switch off their mobile phones while we're thinking about that. Okay, there you go. Bonjour à tous. Donc c'est avec beaucoup d'émotion que je sais que je suis en train d'être filmé et parlé en direct sur Internet. Merci de nous accueillir. Une journée centrée sur les isotopes du soufre. On a une communauté française assez forte sur le sujet. Et je crois que quand on pense à isotopes du soufre en France, on pensera tout d'abord à Joël Savarino. Si. Joël, il a obtenu... je fais une introduction parce qu'on m'a souvent demandé de présenter nos orateurs. Donc je vais tâcher de corriger les lacunes du passé. Joël travaille à Grenoble où globalement il a fait sa carrière. Il a fait une thèse en 1996 en glaciologie. Et il est parti en postdoc chez Mark Timmins à l'université de San Diego. J'ai envie de dire dans les belles années du laboratoire où il y avait une fourchette de jeunes chercheurs qui ont tous réussi. Donc il est resté entre 96 et 2002, donc c'était déjà un long postdoc pendant 2 ans. Et ensuite Joël m'a expliqué qu'on devenait chercheur associé. Et puis il a rejoint le CNRS en 2002, retour à Grenoble, dans un laboratoire qui s'appelait toujours le LGGE, qui vient de changer pour IGE, qui est donc l'Institut des géosciences de l'environnement où il travaille toujours. Et en 2013, il était promu directeur de recherche. Joël se qualifie volontiers de chimiste polaire, où il étudie la neige comme un réacteur chimique et surtout pas comme quelque chose d'inerte. Et c'est tout à fait vrai. Ses travaux sur l'azote et la photochimie des nitrates l'ont largement démontré. C'est en postdoc que Joël s'est initié à l'utilisation des 4 isotopes du soufre chez Mark Timmins, et il n'a pas développé la neige comme un réacteur chimique, il a développé les neiges comme un enregistrement des éruptions stratosphériques via l'identification des fractionnements indépendants de la masse du soufre dont il va longuement nous parler. Je dirais que depuis son recrutement, il a continué à travailler sur les 4 isotopes du soufre, et à chaque fois en publiant des données absolument centrales qui ont permis d'avancer au cours des années, y compris la dernière publication par Elsa Gauthier qui vient d'être publiée. Il a formé 2 étudiantes dans le cadre de ses travaux sur les utopies du soufre, que sont Mélanie Baroni, qui est aujourd'hui chargée de recherche au CEREJ, et Elsa Gauthier, qui est ingénieure de recherche en CDD à Grenoble pour le moment. D'un point de vue plus personnel, si j'ose dire, j'ai toujours été impressionné par la carrière de Joël parce qu'il a fait toujours énormément de développement analytique, couplé à de nombreuses missions en Antarctique. Et pour vous résumer un petit peu son investissement dans les missions au pôle Sud, il a globalement passé 5 ans de sa vie en Antarctique, et il a passé 2 fois le Nouvel An et Noël avec sa famille, depuis qu'il est chargé de recherche et directeur de recherche. Donc c'est un vrai investissement. C'est rare de voir des gens capables de faire de la science à très haut niveau tout en couplant des longues missions de terrain et un développement analytique très conséquent. Donc merci Joël d'être venu. On va t'écouter avec grand plaisir. Just now it's like that, but if, for example, if you want to stay here and you want it on your face,
You can come closer, but then when you're standing and performing, okay. I can manage it if you want. That's okay. Ok, bonjour tout le monde. Merci Pierre pour cette introduction. Effectivement, j'ai passé pas mal de saisons en Antarctique, ce qui aussi, je peux remercier ma famille qui m'a laissé faire ça parce que voilà, c'est quand même un sacrifice aussi bien de leur côté que de notre côté. Et ça m'a permis aussi d'avancer dans ma carrière. Donc je les remercie aussi. Donc la présentation que je vais faire, je ne suis pas le seul derrière ces travaux. Comme vous pouvez le voir, il y a un certain nombre de personnes, dont James ici aussi présent, qui ont permis d'aboutir à les résultats que je vais vous présenter. Alors, un petit rappel quand même sur le climat en général, puisque les éruptions volcaniques sont un élément actif et dynamique du climat. Bon, juste pour vous rappeler qu'en fait, les deux forçages externes du climat sur la Terre, au moins à des échelles de temps du millier d'années, sont l'énergie solaire reçue, mais aussi les éruptions volcaniques. Et ces deux forçages externes, en fait, vont modifier la quantité d'énergie reçue au sol. Alors on comprend très bien avec le Soleil, puisque plus ou moins la distance Terre-Soleil va influencer sur l'énergie reçue. Et les volcans ont la particularité d'émettre des composés dans la stratosphère, dans la très haute atmosphère, qui va couvrir l'ensemble du globe et créer une sorte de nuage réfléchissant qui va donc renvoyer une partie du rayonnement solaire et donc pour conséquence de refroidir le sol. Alors je rappelle aussi que tout ce qui est nuages, couverture de neige, les gaz à effet de serre, les aérosols sont ce qu'on appelle des phénomènes internes au système. C'est-à-dire qu'ils réagissent au changement climatique et ils en deviennent du coup un élément de forçage, mais ils sont d'abord une conséquence avant d'être une cause. Alors que les deux autres, solaires et volcaniques, sont complètement indépendants du fonctionnement interne et de la régulation du climat terrestre. Donc ici un rappel, alors le pointeur. Un petit rappel, donc en fait il faut distinguer quand on parle d'éruptions volcaniques deux types d'éruptions. Ce qu'on appelle les éruptions troposphériques, où le nuage est émis par le volcan, qui est essentiellement composé d'eau et de CO2, mais qui ont peu d'impact climatique. Ah, ça commence. Non. Qui ont peu d'impact climatique, parce que les réservoirs de CO2 et d'eau sont plutôt gérés par l'océan et par la biologie en général, plutôt que par les volcans, au moins aujourd'hui. En revanche, ils émettent aussi du dioxyde de soufre qui va très vite se convertir en acide sulfurique et former des petites gouttelettes d'acide qui forment des nuages. Et donc, c'est ces nuages qui ont un pouvoir réfléchissant. Alors, ce qui se passe, c'est que dans la troposphère, ce nuage, il ne reste pas très longtemps. Il est très vite lessivé par les précipitations et par le dépôt sec. Et donc, son impact climatique est en fait mineur, voire inexistant. Ça ne veut pas dire que les populations qui vivent autour du volcan ne subissent pas les conséquences de ce type d'éruption. En revanche, ce qui a une importance assez grande pour le climat, ce sont les éruptions stratosphériques qui, elles, vont injecter dans la haute atmosphère toujours du SO2 qui va se transformer en acide sulfurique et créer ce nuage. Et ce nuage, compte tenu de la sécheresse en fait, de la stratosphère, va rester plusieurs années dans l'atmosphère. Et donc ce nuage va pouvoir s'étaler et se répandre sur le globe et créer cette couche réfléchissante qui va renvoyer une partie du rayonnement solaire ici et donc refroidir, avoir un effet de refroidissement sur la surface. Et donc on sait qu'il y a eu des grandes éruptions volcaniques qui ont profondément modifié le climat. Et en fait on essaye à travers les carottes de glace, comme je vais vous le présenter, de reconstituer cet historique et les impacts qu'ont pu avoir ces éruptions volcaniques. Donc c'est quelque chose qui est observable et observé, des refroidissements dus à des éruptions volcaniques. Ici vous avez en haut la reconstitution de la température depuis 1900, avec bien sûr l'augmentation du réchauffement climatique, du dérèglement climatique. Et puis on voit de temps en temps des pics de refroidissement, et elles sont en fait liées à des éruptions volcaniques du passé. Donc Lagoon en 1963, le El Chichón en 82 ou 83, le Pinatubo bien connu en 91, qui a été le volcan le plus étudié,
puisque c'était une ère du satellite. Et justement ici, vous avez les données du satellite SAGE, qui mesure en fait la couche d'aérosol, l'épaisseur optique de l'atmosphère. Et là, c'est quelques mois après l'éruption du Pinatubo. On voit que le nuage a couvert le globe dans son ensemble. Alors les pôles ne sont pas couverts à cause de la trajectoire du satellite, mais ça atteint bien les pôles. Et au bout d'un certain nombre de mois, d'années, ces aérosols finissent par retomber, être emprisonnés dans les glaces et être archivés. Alors, effectivement, en 96, j'avais déjà travaillé sur les éruptions volcaniques, donc c'est quelque chose qui m'a suivi en fait tout au long de ma carrière, hein, pas uniquement chez Mark Tiemens. Donc ici, c'est un enregistrement au Groenland que j'avais étudié durant ma thèse, où vous avez la concentration de sulfate, qui est donc le composé ultime d'oxydation des oxydes d'azote, des oxydes de soufre, pardon. Et vous avez la concentration en vert, et depuis l'an 1200 jusqu'à 2000 à peu près. Donc on voit en gros un bruit de fond qui est assez stable, et puis vous avez ces pics là. Et tous ces pics sont en fait la trace d'une éruption volcanique. Alors, compte tenu de la proximité de tous les volcans nord de l'hémisphère nord du Groenland, donc on trouve l'Islande, mais les îles Aléoutiennes aussi. Donc, en fait, on a beaucoup d'éruptions volcaniques qui sont dues à des volcans qui sont très proches du Groenland. Donc, la plupart de ces éruptions ici sont en fait des éruptions islandaises ou Alaska. Qui sont marqués. Alors, ils ne sont pas forcément stratosphériques. Par contre, on a des éruptions qui sont bien. D'ailleurs, le Laki est typiquement une éruption islandaise, qui était en fait une faille, plus qu'une éruption, qui a tué d'ailleurs pas mal de personnes sur l'île au moment de l'éruption. Et on a notamment le Tambora, ici, en 1815, bien connu pour avoir produit l'été sans. Enfin, plutôt l'année sans été, où le climat de l'Europe était assez pluvieux et froid. Et là, la grande éruption du Samalas, qui a donc été identifiée pendant longtemps, on n'a pas su quelle éruption quel volcan était à l'origine de cette éruption. Et donc, c'est des gens de l'IPG de Paris qui ont identifié le Samalas, qui est donc un volcan indonésien, et qui est la plus grosse éruption des 5000 dernières années. On voit ici en passant l'augmentation du bruit de fond. C'est très sensible. Là, je suis carrément sorti du plein écran. Voilà. Donc je voulais montrer juste l'augmentation qui est due en fait aux émissions anthropiques, là, ici, là. Donc c'est la combustion d'énergie fossile qui a fait augmenter les concentrations d'aérosols soufrés dans l'atmosphère. Et depuis un certain nombre d'années, on voit une redescente, mais il semblerait qu'il y ait de nouveau une remontée suite en fait à l'industrialisation des pays de l'Asie du Sud-Est. Donc, en fait, le jeu à l'époque, lorsqu'on se basait simplement sur la concentration de sulfate, c'était de pouvoir identifier quel pic était d'origine stratosphérique et quel était d'origine troposphérique. Donc, en climatologie, on recherche forcément ce qui impacte le climat. Donc, il fallait pouvoir différencier les deux types d'éruptions. Donc, lorsque vous avez un profil comme ça, la plupart des éruptions sont inconnues, parce qu'on n'a pas de traces écrites, on a très peu de renseignements dans le passé, qui permettent de déterminer l'origine de l'éruption et son importance. Donc la technique qui est habituellement utilisée, c'est celle d'une intercomparaison nord-sud, où en haut vous avez l'enregistrement du Groenland. Alors là on est au-delà, donc on remonte un peu dans le temps, 1300 jusqu'à moins 500. Là-haut vous avez le Groenland, avec de nouveau des éruptions datées. On arrive à bien les dater parce qu'en fait on arrive à compter les couches de neige. On a des marqueurs qui sont saisonniers, donc on peut compter les années et bien connaître leur date d'éruption. En revanche, on ne sait pas l'origine
du volcan, et s'il était stratosphérique ou pas. Et en dessous, vous avez des enregistrements d'Antarctique. Donc on voit bien, par exemple, là, je sens que ça va être une bataille pendant toute la présentation. Vous avez le 1858, là, le Samalas, puis on le retrouve au Groenland, en Antarctique. Du coup, s'il a eu un impact global, la probabilité qu'il soit stratosphérique est quasiment 200%. Donc le jeu, en fait, était de faire des intercomparaisons comme ça et de voir s'il y a la même année une même éruption enregistrée au Groenland et en Antarctique. Ceci dit, vous avez toujours la possibilité d'avoir 2 éruptions troposphériques la même année dans les 2 hémisphères. Donc vous n'avez pas une garantie absolue, même s'il y a une synchronicité entre les deux hémisphères. Donc jusqu'à ce qu'on développe un peu les isotopes du soufre, on en était resté là. Juste ici pour vous illustrer les impacts sur la chute de température suite à des éruptions volcaniques qui sont pour elles bien connues et qui sont tropicales et stratosphériques. Donc ici, c'est les reconstitutions de température qui sont souvent basées sur les cernes d'arbres. Donc vous avez ici la température et vous voyez qu'elle fait une chute à chaque moment d'une éruption volcanique. Et il se passe quelques années avant que la température revienne à son état normal. Et donc on essaye de voir à travers ces conséquences, d'abord de comprendre le système climatique, comment il s'arrange, quelles en sont les conséquences, mais aussi pour les sociétés, les civilisations, qui peuvent être impactées fortement par ce type de phénomène. Donc on a développé des outils isotopiques pour essayer d'aller un peu plus loin que des intercomparaisons nord-sud. Donc je rappelle ici brièvement que la théorie des fractionnements isotopiques prédit, lorsqu'on a un système à plus de 3 isotopes, une proportionnalité entre les différents rapports isotopiques. Donc là, l'isotope 2 par rapport à 1 avec un coefficient de fractionnement alpha, et ben, l'isotope 3 par rapport à ce même isotope 1 va avoir une proportionnalité avec un facteur bêta qui dépend directement de la masse des isotopes. Alors qu'on soit à l'équilibre, ici on peut extraire les différences de masse, ou qu'on soit en régime cinétique où on a les masses réduites qui interviennent. Et là j'ai donné pour exemple la variation du facteur selon qu'on soit sur un phénomène cinétique ou à l'équilibre. Et on voit qu'on est très proche d'un facteur 0,5 qui est directement un effet de la différence de masse entre l'isotope 17 et 16 de l'oxygène et 18 et 16 de l'oxygène. Alors c'est un phénomène qui est très courant. On le retrouve quasiment dans tous les systèmes. Ici on a le système magnésium avec une corrélation entre le 26 et le 25 et une pente qui s'approche de 0,5 puisque la différence de masse entre les différents isotopes donne cette pente de 0,5. Mais on peut le retrouver aussi pour le baryum ici avec différentes pentes, mais c'est toujours une différence entre les principaux isotopes qui sont reportés sur les axes. Donc c'est quelque chose qui est assez courant et connu en fait depuis pas mal d'années. Et c'est donc un peu Mark Tiemens, mais il y avait aussi eu auparavant Bob Clayton qui avait mis en lumière pour la première fois des fractionnements isotopiques qui s'écartent de ces relations de masse. Donc ici, je vais me centraliser ou me focaliser sur les isotopes du soufre. Je n'évoquerai pas les isotopes de l'oxygène qui apportent aussi une information sur le sulfate volcanique, mais je vais me centrer simplement sur le soufre, ça sera déjà bien assez long, puisque je suis assez lent. Donc juste un rappel que lorsque cette loi de masse est violée, on peut la quantifier avec ce grand delta 36 et 33 pour les isotopes de soufre, qui sont en fait la différence entre les rapports moyennant au modulo le coefficient de masse. Donc si vous avez une valeur qui vaut 0, vous êtes dans la relation de masse. Si vous avez une valeur qui est différente de 0, c'est que vous vous en écartez, et donc il y a une anomalie isotopique. Alors tout a commencé en fait avec effectivement James, les travaux de James, qui sont ici résumés. J'ai eu la chance aussi, c'est vrai que l'équipe de Marc était très dynamique à cette époque-là, mais j'ai eu la chance aussi d'avoir des gens brillants autour de moi, et c'est un peu ce croisement de différentes disciplines. James est plus géologiste,
et géochimiste, et moi j'étais plus glaciaux et chimie de l'atmosphère, et je pense que c'est ce genre d'interface entre les sciences où peuvent émerger des fois des nouvelles idées. Donc là, c'est la courbe maintenant qui est devenue une courbe iconique en géochimie, hein, qui est donc l'anomalie en soufre 33 sur des roches archéennes sédimentaires, où l'on voit que cette anomalie était préexistante au-delà de 2,2 milliards d'années et qu'ensuite elle disparaît. Et donc tout ça a été relié en fait à l'oxygénation de l'atmosphère qui a modifié la chimie interne de l'atmosphère et en quelque sorte interrompu le phénomène qui était au départ en place et qui permettait de produire ces anomalies isotopiques. Alors avec James, on avait monté des expériences pour essayer de trouver l'origine. Et là, très vite, on s'est aperçu que c'était lié en fait à la photolyse du SO2. Alors c'était des expériences qui étaient assez rough, assez grossières, on va dire, mais qui permettaient déjà de pointer un phénomène qui était capable de générer cette anomalie. Et donc la photolyse du SO2 se passe dans l'UV. Donc on obtenait des anomalies en fonction des différentes longueurs d'onde qui étaient utilisées et qui photolysaient le SO2 et qui in fine produisaient du sulfate. Donc c'était déjà un signe assez fort de la nécessité d'avoir un rayonnement UV pour déclencher ces phénomènes de fractionnement isotopique sur le soufre. Et c'est là qu'en fait, en croisant un peu, en voyant cette recherche se développer, et ayant travaillé déjà dans le passé sur les volcans, je me suis dit, mais aujourd'hui, on a une fenêtre UV où ce type de réaction est possible. Le seul problème, c'est qu'elle est, dans la haute atmosphère, puisqu'il faut dépasser la couche d'ozone. La couche d'ozone est un filtre UV qui protège le sol des rayonnements courts, ultraviolets, qui sont à l'origine des fractionnements indépendants de la masse sur le soufre. Et donc on a une fenêtre qui est là, donc à 195-197 nanomètres, qui est en fait la conjonction entre l'absorption par l'oxygène, qui s'estompe environ dans cette région-là, et celle de l'ozone qui démarre ici, et qui vient nous protéger donc, de tous les rayonnements UVA et UVB. Et donc on a une fenêtre, mais bon, faut être capable de pouvoir monter à quelques kilomètres d'altitude pour pouvoir avoir ce type de rayonnement. Donc une des solutions, c'est de faire comme nos ancêtres, Gay-Lussac et Biot ici, là, qui partent avec un ballon dirigeable pour mesurer la composition de l'atmosphère. Donc ils ont mesuré, ils ont été les premiers à montrer que le rapport azote-oxygène était constant tout le long de la colonne atmosphérique. Et puis il y en a un qui collecte de l'air et l'autre qui fait des relevés de température. Et vous avez le petit oiseau, le petit rossignol qui sert d'alarme en cas de décès. Ils savaient qu'il fallait qu'il redescende. C'était directement issu des mines de charbon. Pour éviter les coups de grisou, ils avaient aussi des petits oiseaux. Et comme ils respirent beaucoup plus rapidement que nous, ils passaient l'âme avant que l'homme ne soit affecté. Du coup, c'était leur signal d'alarme. Et tu la connais, celle-là, James. Plus que ça, c'est les Anglais qui ont voulu reproduire l'expérience des Français, mais qui, eux, sont montés beaucoup trop haut. Et de toute évidence, ils ont aussi la cage avec l'oiseau, là. Mais de toute évidence, le signal n'a pas bien fonctionné, puisque la personne ici essaye d'ouvrir désespérément le ballon avec ses dents, puisqu'il a les mains gelées. Donc ils ont dû atteindre, alors en feet, 29 000 feet, ça fait combien ça 6, 3, ça fait à peu près 8 km d'altitude. Donc voilà, ils commençaient à suffoquer. Donc c'est pas évident d'aller dans la stratosphère, aller récupérer en plus des échantillons. Bon, aujourd'hui on a des moyens bien plus sophistiqués, mais qui sont extrêmement chers, qui sont les ballons stratosphériques que le CNES développe. Ou alors des avions stratosphériques, mais qui sont extrêmement chers et difficiles d'accès. Donc une solution, c'était d'aller chercher les éruptions volcaniques. Et l'hypothèse était que si l'éruption passait la couche d'ozone et injectait du SO2 assez haut dans la stratosphère,
ce SO2 devait être soumis à du rayonnement UV susceptible de produire des anomalies isotopiques provenant donc du rayonnement UV du Soleil. Et donc d'avoir ces retombées au niveau des pôles. Et comme je vous l'ai montré, les éruptions sont bien fossilisées. Il suffit d'aller creuser dans la glace, qui est plus facile que d'aller collecter dans la stratosphère, et donc d'analyser le contenu isotopique de ce soufre volcanique ayant transité dans la stratosphère. De contrôler aussi que le soufre produit dans la troposphère, même à l'issue d'éruptions volcaniques, n'avait pas d'anomalie isotopique. Et c'est ce qu'on a confirmé dans les premières mesures qui avaient été faites. Donc un papier que j'avais publié en 2003, puis ensuite les travaux de Mélanie Baroni. Donc ici, c'est le soufre troposphérique que l'on respire tous les jours et qui est produit essentiellement par des mécanismes d'oxydation dans la troposphère, ne faisant pas intervenir le rayonnement UV. Vous avez ici du soufre produit par des volcans, mais le soufre n'a pas atteint aussi la stratosphère. Et là, par contre, pour les éruptions qui étaient marquées stratosphériquement, dont on connaissait a priori l'origine du volcan, comme le Tambora ou le Samalas que j'ai mentionné auparavant, on voyait apparaître des anomalies isotopiques. Et le sulfate qu'on trouvait aussi à proximité des volcans, donc qui retombe avec les cendres essentiellement, très localisé autour du volcan, n'avait pas de signature isotopique. Donc c'était en fait une confirmation que le rayonnement UV était nécessaire à la production de ce type de signaux. Et à partir de là a émergé l'idée de s'en servir comme un traceur, de pouvoir différencier à la simple mesure d'une composition isotopique si l'éruption est stratosphérique ou troposphérique, quelle que soit l'origine, quelle que soit la localisation et quelle que soit la date de l'éruption. Et ben, du coup, on est parti donc en Antarctique, qui est mon terrain de jeu, donc à Domsée, là, à la station Concordia, qui est une station franco-italienne, qui se trouve à peu près à 1200 km de la côte. Là, vous avez la station française de Dumont-d'Urville. Et on a procédé à des carottages de surface. Bon, quelques centaines de mètres, vous remontez déjà à 2-3 000 ans, puisque l'accumulation de neige est assez faible. Donc plus vous remontez, plus vous creusez, plus vous remontez dans le temps. Et on a analysé le contenu de cette neige pour identifier d'abord les concentrations. Donc là, c'était 5 carottes qui ont été forées au même endroit, à 1 mètre de distance les unes des autres, puisqu'il fallait une quantité assez importante de soufre pour pouvoir faire l'analyse isotopique. Et les carottes, c'est quand même des petits diamètres, ça fait au maximum 10 cm. Pour avoir la résolution et la quantité suffisante, on avait besoin à l'époque de plusieurs kilos de glace, et donc plusieurs carottes. Et là, on voit, là, on retrouve le Samalas, le 1259. On retrouve ici le Tambora, qu'on retrouve sur toutes les éruptions, sur tous les enregistrements, pardon. Et donc, on a, avec Elsa, échantillonné toutes les éruptions qui sortaient du bruit de fond, ou tous les pics qui sortaient du bruit de fond, en faisant l'hypothèse que c'était une éruption volcanique. Et pour essayer d'avoir une cartographie de la fréquence des éruptions stratosphériques. Donc on a isolé plusieurs éruptions, là je vous en montre 4, et retracé l'évolution temporelle de la signature isotopique. Alors il y a une constante qu'on retrouve chez toutes les éruptions, qui est, donc vous avez ici mal reproduit, mais l'anomalie en soufre 33 en rouge, l'anomalie en soufre 36 en rouge. Ici, vous avez la date de l'éruption. En histogramme gris, c'est la concentration de sulfate que l'on trouve. Donc on voit toujours un pic sortir du bruit de fond qui correspond au dépôt volcanique. Et ensuite, vous avez la composition isotopique, donc cette anomalie en rouge qui est le soufre 33 et l'anomalie en 36 qui est en bleu. On a toujours cette inversion, on passe généralement pour le rouge, donc pour le 33 d'une valeur positive venant d'une valeur nulle en bruit de fond à une valeur positive puis une valeur négative et l'inverse pour le 36. Donc on la retrouve sur toutes les éruptions et ça c'est vraiment, alors ça pour le coup c'est la signature typique d'une éruption stratosphérique. C'est vraiment ça qui nous permet de la déterminer, enfin d'en déterminer sa nature. Alors si on regarde maintenant ça en corrélant plutôt les isotopes entre eux, là aussi c'est un volcan typique,
D'ailleurs, je crois que c'est de nouveau le Samalas qui vraiment l'éruption école. Hein, elle montre très bien les phénomènes. Donc ici, on va suivre en fait l'évolution de la composition isotopique, donc de l'anomalie cette fois-ci en fonction du petit delta 34 en soufre. Donc on part du bruit de fond, qui est essentiellement le soufre du bruit de fond que l'on trouve en Antarctique, c'est du soufre biogénique marin. C'est du déméthylsulfure, DMS, qui est utilisé par le phytoplancton pour réguler sa physiologie et qui va se transformer ensuite en sulfate et qu'on retrouve déposé dans les couches de neige d'Antarctique. Et on sait que cette composition isotopique en petit 34 est souvent proche de celui de l'eau de mer et donc proche de la valeur 21 pour 1000 qui est le sulfate marin. Donc on part de cette signature qui est proche du marin et qui est produite par les biogéniques avec une anomalie nulle, puisqu'il n'y a pas d'intervention d'UV dans la fabrication de ce sulfate. Et puis à fur et à mesure que le dépôt de sulfate volcanique se rajoute au bruit de fond, on s'éloigne de plus en plus jusqu'à ce que ce sulfate devienne dominant par rapport au bruit de fond. Et ensuite, on fait une boucle et on revient à l'origine une fois que le pic est passé. Et lorsqu'on corrige du bruit de fond, donc on retire à tous ces points bleus la valeur ici plus les quantités nécessaires, et bien on retrouve ici les points rouges corrigés donc du bruit de fond. On a un parfaitement alignement des points et qui décrivent en fait le phénomène de transport du panache volcanique. Et en fait, si on essaye de modéliser le phénomène, eh ben, il se passe de cette façon-là, c'est-à-dire qu'au départ, on a du soufre qui est émis depuis le volcan au temps T0 qui n'a pas d'anomalie isotopique. Ce nuage atteint la stratosphère et une partie du sulfate, du SO2, dioxyde de soufre, se transforme en sulfate. Les premiers sulfates qui vont être formés vont avoir une anomalie positive. Et par équilibre de réservoir, si vous produisez à partir de quelque chose qui vaut 0 une composante qui est positive, il faut forcément que ce qui reste soit négatif. Et ensuite, lorsque ce bout de panache atteint l'Antarctique, un peu plus tard, eh ben, il a une composante négative. C'est ce qui explique les oscillations qu'on voit positif-négatif dans le soufre 33. Alors on a passé beaucoup d'éruptions, hein, plusieurs, puisqu'on a essayé d'extraire de nos carottes toutes les éruptions qui étaient enregistrées. Et donc on a enrichi en quelque sorte la base de données et mieux contraint ces relations isotopiques entre le soufre 34 et l'anomalie 33, mais aussi entre l'anomalie 36, entre l'anomalie 36 là-haut, et l'anomalie 33. Et ça permet d'avoir en fait les caractéristiques propres à la formation du sulfate dans la stratosphère. Ce qui a été un peu étonnant, c'est que quelle que soit l'éruption, quelle que soit la date, la localisation, l'importance, l'altitude, ils se retrouvent quasiment toujours sur les mêmes droites. Ça nous a un peu surpris, mais voilà, c'est le constat. Alors cet espace est intéressant parce qu'il permet de différencier les fractionnements dépendants de la masse des fractionnements indépendants de la masse. Donc si vous avez un fractionnement dépendant de la masse, il va avoir aucune anomalie et il va fractionner que le 34. Donc vous allez étaler vos points le long d'une horizontale. Et si vous en écartez, bah, c'est que vous avez rajouté un phénomène indépendant de la masse qui a rajouté ici une anomalie. Ici, ça permet de différencier différents types d'anomalies isotopiques. Comme je vais vous le montrer, il y a plusieurs, selon le rayonnement UV, on peut générer différentes droites dans cet espace-là. Et ici, vous avez, donc, comme c'est que des anomalies isotopiques, il faut que vous ayez un processus. C'est soit un seul processus qui génère tout, soit c'est un mélange de processus indépendants de la masse qui va vous donner cette droite. Je crois que je vais être un peu long, il va falloir que je raccourcisse. Juste pour rappel,
Donc, quand on parle de photodissociation d'une espèce, quelle qu'elle soit, on parle de son coefficient de dissociation J, qui est en fait le produit d'une intégrale, qui fait intervenir un paramètre ici, le rendement quantique, mais qui est équivalent pour tous les isotopes, donc il ne peut pas être à la source des anomalies. Il y a ici la section efficace d'absorption, qui est donc la capacité de la molécule à absorber un photon. Et ici, vous avez le flux solaire, actinique, qui décroît en fonction de l'altitude, puisque plus vous rentrez dans l'atmosphère et plus vous avez des espèces absorbantes qui vont venir diminuer ce rayonnement et qui fait d'ailleurs qu'on n'a pas de l'ozone au niveau du sol, puisque on n'a pas d'UV au niveau du sol, puisque l'ozone les a tout absorbés et l'ozone rentre dans ce paramètre d'opacité qui est décrit ici. Et en gros, il y a eu un peu une bataille, et ça s'est chamaillé pour savoir si le phénomène isotopique donc de cette anomalie en soufre, surtout à l'archéen, s'il venait d'un effet du spectre propre du SO2, qui fait qu'entre les isotopes, on n'a pas tout à fait les mêmes spectres d'absorption et on va générer des anomalies, ou si c'était un effet de self-shielding, d'auto-absorption, où le SO2, absorbant lui-même dans l'UV, va, par des abondances différentes entre les isotopes, produire ces phénomènes de fractionnement isotopique. Alors, il y a eu plusieurs études qui ont été faites. Ici, je résume rapidement. Des personnes se sont amusées à mesurer les sections efficaces d'absorption des différents isotopes. Ils prenaient du soufre 32 pur, voilà, du SO2 avec du soufre 32 pur, avec du soufre 33, du soufre 36, et ils mesuraient l'absorption. Et regardaient comment les décalages isotopiques se produisaient, puisque en fait, les courbes sont légèrement décalées lorsque l'on alourdit la molécule. Il faut un peu plus d'énergie pour la casser, et du coup, on monte un peu en énergie. Et puis ensuite, de ça, ils en ont déduit des fractionnements isotopiques selon la longueur d'onde. Et puis, en moulinant tous ces coefficients, ils nous sortaient un coefficient global qui était susceptible de retranscrire ou au moins d'expliquer les valeurs que l'on mesurait dans les roches archéennes. Et là, un autre modèle, donc c'est LIONS, donc c'est ce phénomène d'auto-absorption, où vous avez un rayonnement, et du fait que le 33 est beaucoup plus abondant, 96%, pardon, et par rapport au 33, au 34 et au 36, le rayonnement UV qui est spécifique au 32 va être bloqué plus rapidement que le rayonnement UV pour les autres isotopes, qui eux peuvent transpercer en quelque sorte le nuage de SO2, alors que le 32, son rayonnement va être très vite bloqué. Et ça peut générer aussi des anomalies, et ici ça a été montré en laboratoire, où l'on voit d'ailleurs l'anomalie qui est une fonction de la concentration de SO2. Donc plus vous avez de SO2, et plus votre nuage devient opaque, et moins il y a d'anomalies, et moins il est concentré, plus il est transparent. Et à ce moment-là, vous pouvez produire ce phénomène d'absorption différentielle entre les différents isotopes. Là, donc il y a eu pas mal d'expériences. Ici, c'est un peu résumé dans la publication de Shuhei Ono, où il y a toutes les expériences, et on retrouve donc ces fameux diagrammes, où le petit 34 est tracé en fonction du 33 et l'anomalie 33 en fonction du 36, et vous avez donc selon que vous faites des expériences de self-shielding ou de photoexcitation, de dissociation, vous obtenez des tendances qui sont radicalement différentes les unes des autres. En bleu sont reproduites les valeurs archéennes, ici, ce qu'on observe. Ça, c'est pas du volcan. C'est ce qui a été mesuré sur les roches archéennes. Et donc, en gros, les auteurs, plus ou moins, comme les droites ici sont un mélange de ces deux phénomènes-là, et voilà, assument que ce qu'on mesure dans les roches archéennes, c'est à la fois du self-shielding en rouge ici, et puis aussi de la photoexcitation en vert. Et en mélangeant ces deux phénomènes-là, on arrive plus ou moins à reproduire les données, au moins encadrer les données archéennes.
Alors on a fait un peu le même travail, cette fois-ci nous avec nos fractionnements volcaniques. Donc nous on a une pente ici qui est bien plus faible. Elle est de 0,9 pour les roches archéennes, elle est de 0,09 pour les volcans, 10 fois plus faible. Et en fait, ça vient du fait qu'une partie du SO2 dans la stratosphère est oxydée par les radicaux OH qui ne font pas intervenir directement le rayonnement UV. Une grosse partie en fait, du sulfate qui est formé dans la stratosphère vient d'une oxydation classique et pas d'une photodissociation. Donc dans les volcans, au sein même du sulfate que l'on mesure, il y a une partie qui vient de ces radicaux OH qui sont dépendants de la masse et une partie qui vient de ce rayonnement UV qui est indépendant de la masse. Et en mélangeant les deux processus, vous produisez vos observables. Et donc, et là, c'est pareil aussi. Sur cette droite-là, on peut faire une droite de mélange entre la photoexcitation et du self-shielding. Et donc, en prenant un peu les résultats des différents modèles, des différentes expériences de laboratoire, on peut faire un peu un panacée et voir un peu quelles sont les proportions de formation des différentes voies pour le sulfate volcanique. Alors il y a encore pas mal d'incertitudes, il y a encore, me semble-t-il, des travaux à faire à ce sujet-là, puisque ce n'est pas assez satisfaisant d'un point de vue personnel. Bon, ici, ça a été encore confirmé récemment, la dernière publication, elle date de cette année, là, faite par une équipe japonaise, où de nouveau, bon, c'est de la photoexcitation, et ils viennent confirmer en fait les premiers travaux de Ohno. Où ça serait un mélange des deux phénomènes, processus. Alors, je vais aller assez rapidement parce que je crois que le temps est déjà bien avancé. Mais en gros, le problème des expériences qui sont faites en laboratoire, c'est essentiellement les volumes qui sont utilisés pour faire ces expériences-là, qui sont des petites cellules en verre avec des fenêtres en quartz pour laisser passer le rayonnement UV, des lampes xénon, et dans lequel on met du SO2 et puis on fait photolyser, puis on regarde les produits et puis on les analyse et on regarde si ça colle avec l'archéen. On peut mettre des filtres ici pour faire changer la gamme de rayonnement UV, mélanger plusieurs gaz. On peut essayer de simuler l'atmosphère archéenne, bien que pas grand monde connaisse sa composition. Et puis voilà. Et le seul problème qui me chagrine un peu dans ces types d'expériences, c'est que vous êtes sur des cellules qui sont très faibles et donc vous avez des effets de paroi qui sont énormes. Dans l'atmosphère, il n'y a pas vraiment d'effet de paroi. Et puis vous êtes aussi à des concentrations généralement de SO2 qui dépassent largement, en tous les cas, les concentrations observées dans la stratosphère lors d'éruptions volcaniques. Donc on n'est pas du tout dans des conditions reproductibles des conditions atmosphériques. Alors il y a quelques années, avec un postdoc au labo, donc Lei Gang, qui était venu sur une Marie Curie. On a travaillé sur une chambre atmosphérique au LISA, donc qui fait 4 mètres cubes, donc vous pouvez facilement vous mettre à l'intérieur. Donc ça, on change déjà de dimension. Et le fait de changer de dimension vous permet tout de suite d'aller sur des concentrations qui sont naturelles, en quelque sorte, qui sont analogue à ce que l'on observe dans l'atmosphère. Puis vous pouvez mettre une batterie d'instruments où vous pouvez suivre l'évolution, la formation du nuage d'acide sulfurique. Vous voyez la formation de ces gouttelettes. Donc quand vous regardez à travers le hublot, au début c'est clair, et puis petit à petit ça devient de plus en plus chargé en aérosol. Vous pouvez les collecter et les analyser, et puis voir ce qui se passe, quoi. Donc là, c'est une série d'expériences qu'on avait montées. Alors le seul problème, c'est le rayonnement UV. C'est qu'il est difficile avec une lampe xénon de produire des rayonnements qui sont très durs et qui sont au-delà de 280 pour le cas présent. Par contre, on peut quand même les bloquer ou les faire apparaître. Et ça permet quand même de tester la photoexcitation et de voir quel est l'effet sur les fractionnements isotopiques indépendants de la masse. Et là, vous voyez, on est sur des concentrations de 0,5 ppm, donc particules par million, qui sont tout à fait, qui sont un peu, en gros les concentrations mesurées dans la stratosphère après une éruption volcanique. On est aussi sur des humidités qui sont très faibles, puisqu'ils simulent l'humidité stratosphérique, qui est assez sec.
Donc ici, vous avez deux exemples typiques. Ici, où vous avez le rayonnement UV, et ici, vous ne l'avez pas. Là, vous avez le SO2, vous avez sa décroissance au cours de la réaction, et ici, la formation de l'acide sulfurique qui peut être aussi suivie en temps réel. Donc, dès qu'on met la lumière, boum, vous convertissez le SO2 en sulfate ou en acide sulfurique. Ici, c'est sans UV. Vous voyez que la cinétique est beaucoup plus lente. Beaucoup plus lente. Donc on a vraiment besoin de ce rayonnement UV pour déclencher la transformation SO2, SO4. Et voilà ce qu'on a obtenu. Donc ici vous avez le résiduel, toujours en opposition de phase par rapport au sulfate qui est produit, puisque vous avez un équilibre. Lorsque vous ne mettez, pour vous simuler le rayonnement UV reçu au sol, qui est très faible, vous ne produisez aucune anomalie, c'est les points gris ici. En revanche, bon, selon la concentration, vous étalez plus ou moins vos anomalies isotopiques dans votre système. Et là, ce qui est surtout intriguant, c'est qu'on a des tendances qui sont complètement à l'opposé de ce qu'observent les autres expériences. Les autres expériences, la photoexcitation produisait une droite qui était plutôt orientée dans ce sens-là. Bon, je crois que je vais passer assez rapidement, puisque là, en fait, c'est justement, je vais reproduire dans une série de slides ce qui a été fait précédemment. Et donc, avec les compositions, donc là, par exemple, on n'a pas d'oxygène, donc on ne peut pas simuler vraiment l'atmosphère actuelle avec une cellule qui ne contient pas d'oxygène. On a des concentrations en SO2 qui sont de plusieurs millibars, ce qui est absolument, on observe ça que dans les cheminées ou dans les centrales à charbon. Certainement pas dans la stratosphère. Donc quelle est la véracité et l'importance de ces simulations? J'ai mes quelques doutes. Bon, ici une autre avec cette fois-ci un peu moins de SO2, mais toujours pas d'oxygène. Voilà les tendances qu'ils ont observées. Et ici avec de l'oxygène, mais avec des concentrations de SO2 assez élevées, toujours à cause de cette limite physique qui est la taille de la cellule. Et voilà. Bon, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'en tous les cas, cette tendance-là rejoint plus les observables que ce qui est fait ici. Je vais accélérer un peu, sinon ça va nous amener trop loin dans le temps. Et je vais juste terminer avec ça, qui est au final, voilà ce qu'on a pu déterminer. Au-delà des processus, essayer de comprendre comment cette anomalie se génère, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'on peut en faire, qu'est-ce qu'on peut en tirer pour l'archéen. Est-ce qu'aujourd'hui on peut tirer certaines règles ou certaines connaissances de ce qui s'est passé il y a plus de 2 milliards d'années. D'un point de vue glaciologie, d'un point de vue climatologie, c'est ça qui nous intéresse, c'est de pouvoir mettre des points rouges sur les éruptions stratosphériques. Et c'est ce qu'on a pu faire donc, en étudiant ces anomalies. Et les points bleus sont des éruptions troposphériques qui n'ont pas d'anomalie isotopique. Et on a pu comparer ça avec les identifications basées sur la comparaison nord-sud. Et on voit que ça colle quand même pas mal. Par exemple, si on prend ce groupe d'éruptions, tout ce qu'on a, nous, tagué comme stratosphérique, l'était aussi par les comparaisons nord-sud, même les troposphériques. Par contre, il y a quelques cas, ici et là, où nous, on les a tagués stratosphériques alors qu'eux les ont tagués troposphériques. Un exemple typique, vous avez une éruption stratosphérique dans un seul hémisphère. Si elle est assez haute en latitude, le nuage ne peut ne pas atteindre l'autre atmosphère, mais il a quand même atteint la stratosphère. Donc vous avez un marqueur stratosphérique par l'isotopie. Par contre, vous ne le voyez dans la carotte de glace que dans un hémisphère. Donc vous avez tendance à le taguer troposphérique. Et puis d'autres cas où c'est l'inverse, où nous, on les a mis stratosphériques. Le pointeur fait... Ah, voilà, mais ça fera la fin. On les a tagués troposphériques, donc n'ayant pas d'anomalie, alors que dans les enregistrements, ils les avaient tagués stratosphériques. Et là, le cas typique, c'est 2 éruptions la même année, troposphériques, mais dans chaque hémisphère. Donc on voit un pic aussi bien au nord au sud, mais c'est 2 éruptions. Ce n'en est pas seulement une.
Voilà, donc juste pour vous les illustrer que l'on peut, via la composition isotopique, eh ben, mieux caractériser les éruptions volcaniques et notamment s'affranchir de certains biais qui existaient par les comparaisons nord-sud. Et je crois que c'est voilà, ma dernière slide est un peu long. Merci Joël. Est-ce qu'il y a des questions? Et on va les répéter les questions pour bien entendre. Vas-y Vincent. J'en ai trois. La première, elle était sur le satellite. Au tout début de ta présentation, toute la Terre est recouverte de SO4, c'est ça? Ouais. De sulfate, oui. Ouais. Donc la question, c'est, elle a attrait, je juste le répète comme ça, tout le monde peut l'entendre, Ouais. elle a attrait sur l'éruption du Pinatubo et l'image satellite qu'on voyait en début de présentation avec une couverture globale du nuage d'acide sulfurique. Et de mémoire, il y avait en bas une petite échelle de concentration, c'est ça? Ouais. Et ça semble complètement délirant que la Terre soit recouverte de SO4. Ouais. Du coup, ma question, elle était, est-ce qu'on a une bonne contrainte sur cette mesure Oui. satellitaire? Ouais. En fait, c'est les épaisseurs optiques. Parce qu'on voyait la couleur, c'est les épaisseurs optiques, c'est-à-dire la transparence en quelque sorte de l'atmosphère. Donc le satellite, il peut pointer directement sur le Soleil sans atmosphère, puisqu'il est dans l'espace. Et bon, selon ses trajectoires orbitales, il peut aussi pointer à travers l'atmosphère. Okay. Ouais. Et puis reconstituer les profils d'altitude même. Et donc du coup, la fin de ma question, c'était comme on connaît cette éruption, on doit connaître les volumes, la taille du panache, on sait à peu près tout. Et donc je veux dire, est-ce que en bilan de masse, ce que le satellite voit, c'est ce qu'on sait? Il n'y a pas une surestimation, une sous-estimation? En fait, l'estimation vient surtout du satellite. Ah ok. C'est justement qu'on fait un bilan de masse sur l'atmosphère à travers les mesures satellitaires que l'on peut déduire précisément la quantité de soufre qui est émise. Sinon, ensuite, il faut passer par des méthodes indirectes qui va être le niveau de dégazage du magma, la quantité de roches qui a été émise, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais là, on rentre dans des incertitudes qui grandissent. Okay. Ma deuxième question, c'est vous êtes parti au pôle. Mais il n'y a pas d'autres endroits qui auraient pu enregistrer ces anomalies, ou en tout cas enregistrer du sulfate stratosphérique et troposphérique. Ouais. Enfin, je veux dire. Non, c'est les seules archives, de glace. Et c'est tout l'intérêt des archives de glace, c'est qu'elles ont une interaction directe avec l'atmosphère. C'est un milieu froid qui préserve, où il n'y a pas d'activité bactérienne. Le sulfate va être très vite lessivé lorsqu'il est retombé au sol. Il va être très vite lessivé par les pluies. Il va être utilisé par le vivant. Et très vite, il va être remobilisé et disparaître. Parce que il y avait ce tronc d'arbre là qui est posé sur le bureau. Je me disais, mais pourquoi on ne va pas chercher dans les forêts? Peut-être que ce serait plus simple, non? Non, alors le bois n'absorbe pas directement le soufre. Lui, il est sensible essentiellement aux températures lors de sa croissance. Et donc, c'est la densité des cernes d'arbres qui permet de remonter à la température. En enregistreur de sulfate, il en existe un, mais qui est complètement aujourd'hui, vient de diluer complètement la signature volcanique, c'est le marin. Parce qu'il y a toujours la formation un peu de barite. Barite, c'est le minéral qui précipite avec le sulfate et va former une sorte de roche, un minéral. Le problème, c'est que vous avez plusieurs pourcents de sulfate dans l'océan, qui vient justement de milliards d'années de lessivage des roches, d'éruptions volcaniques. Voilà. Et du coup, le signal volcanique est indétectable. Ouais, je comprends. Et ma dernière question, c'est, j'ai bien compris, là, j'ai bien vu l'anticorrélation entre le grand delta 36 et 33. Mais en fait, j'ai pas compris finalement pourquoi les deux anomalies étaient anticorrélées. Alors, tu dis que c'est une signature, que c'est comme ça que tu reconnais l'origine volcanique, mais pourquoi le 36 et le 33 réagissent pas pareil? Alors, la raison que je comprends, c'est soit c'est lié au phénomène,
lui-même, c'est comme ça. Alors le 36 et le 33 par exemple, il y a un moment magnétique nucléaire pour le 33, il n'y en a pas pour le 36. Mais je pense que comme c'est systématique, en fait c'est simplement mathématique. C'est-à-dire que là, il faut faire intervenir, comme c'est des rapports de rapports, il faut faire intervenir un autre isotope qui est le 34. Et du coup, ton 33, il est en dessous du 34, ton 36, il est au-dessus. Et du coup, quand tu prends les grands deltas, en fait, tu as le 34 qui est inclus dedans, en plus du 32 qui vient des petits deltas. Et donc, c'est cette comparaison qui fait que mathématiquement, lorsque tu produis quelque chose de positif pour l'un, tu produis quelque chose de négatif pour l'autre. Tu dis que dans un système, si tu as une anomalie non dépendante de la masse qui va dans un sens, si ton système isotopique le permet, l'autre anomalie doit aller dans l'autre sens. Et donc ça doit être général à tous les systèmes. Exactement. Ok. Il y a des autres À questions? condition que les bilans de masse soient respectés. Can I ask a question? It could be just a dumb question. Can I ask in English? Yeah. Okay. Theoretically, okay, I have two questions. One is when I look at your ice cores, most of them stop some while back. Are you looking at firn air as well, like the very recent, or is the signal more noisy when you're looking in the firn and the more recent, 100, 200 years? Yeah. So you're talking about that plot? Yeah. Here we stop. Yeah. Mm-hmm. Okay. The reason? You want to know the reason why? Yeah, I'm just wondering if it's really hard to get good measurements in firn, or No, it's just when you're ice scoring, the first meter are very difficult to recover. Yeah. Because the snow it's not very dense. Yeah. And so when you extract the ice core from your driller, most of the time the snow fall apart. Mm-hmm. And it's difficult to keep the chronology. Mm-hmm. And this part is very well known. It has been measured many times. So scientifically, there was not a high interest of trying to get the first 5 meters. Because I'm very interested in the first bit, mostly because people are extracting COS concentrations from firn air now in ice cores in the recent years. But so COS or OCS, Yeah. it's a gas. Yeah. And so you need to close the bubbles, the air, into bubbles. Mm-hmm. And this happened only below 100 meters for Dempsey. Okay. So all of that, it's what we call firn, from up to 100 meters. It means it's a porous material. Porous, it's still in interaction with the atmosphere. Mm-hmm. And to lock the atmosphere, you need to go deeper. Mm-hmm. And so my second question was on the tropospheric anomaly, the myth that you see, zero. Just a dumb question. If you have like a big ozone layer, a big hole in the ozone layer, would you see the myth in the troposphere expressed? It's something that we And are would there looking be for a seasonality and in that? working on. Okay. Because, So yeah. it's a good question next, then. Yeah, it's a very good question actually. Because the next Yeah. consequence of that, it's, yeah, Can you track the if ozone at some hole? period of back in time there was a ozone layer that was very thin. Because of cosmic ray or geomagnetism inversion or whatever process was at play, then we should observe in the background this time, not in a volcano, but in the background, we should observe some kind of an anomaly. And we are working on that actually. Okay, thank you. I take the microphone. Thank you, Joël. I have many questions, so I will only ask two. When you speak about the background, you say the background has a delta 34S value of plus 16, and you say it's biogenic, which is fine. But at the beginning of your talk, you say that the background is increasing, and you say it's anthropogenic, correct? This was, during... And the anthropogenic flux is usually quoted around, say, 0 plus or minus 5, not plus 16.
So I would like to understand why we could see an increase in the background, which I can understand is anthropogenic, but why the value is plus 16 if it's actually biogenic, that I would expect to be, say, constant through time? Okay, Yes. so this is the Samanite, it's 1259. There was no anthropogenic emission of sulfur. And it's an Antarctic record, which is not impacted by any anthropogenic sulfur. Even today, you don't observe in the ice in Antarctica any sulfur emission from anthropogenic sources. Because the continent it's too isolated, and there's not so many continents on the southern hemisphere. So even if you take an eruption that is very contemporaneous, like the Pinatubo, the background will be at 16 per mil, 16, 18 per mil. Okay, so then why the background doesn't increase? Then, if you are in the north, the green profile that I shown, it was in Greenland. Okay. And the Greenland has been impacted by industrial emissions. And so you see this increase. And if you measure the sulfur isotope, it doesn't have the 15 per mil value. Understood. And this is a perfect slide. So the fact that every eruption falls on the same trend shows it's a unified process, whatever the time of eruption and basically whatever the SO2 concentration as well, probably. Exactly. That's a very... and that's puzzling. Yeah, the very striking results. My question is, you mentioned photochemistry on SO2 to make mass-independent fractionation, which is logic from what everybody knows. How do you separate physically the negative from the positive? What makes the positive to come first and the negative to come after? I think it's the process. You have to start from somewhere. And I mean the photolysis, it's producing the SO4, and during that effect, you first enrich in sulfur 33. Why? It's again, to explain why, we need to know exactly what is the process behind, I'm fine. and then look into the It is just the oxidation, the time scale of oxidation I would expect to be quite fast. So I would, of course, one reacts more than the other, but at the end, I would rather expect all the sulfate to finish as sulfur to end up as sulfate aerosols, being somewhat mixed, but they are not. No. They are not. No. So this to explain the separation between the positive and negative reservoir, it's by sedimentation. So it takes few months to oxidize all the SO2 into sulfate, and during that time, the first aerosol that you form by gravity are separated from the original gas cloud. So your model is you basically have SO2 injection in the stratosphere, you got more or less a stratosphere that's homogeneous, and then you got the photochemical effect that makes the sulfur 33. Yeah, and you have a physical separation between the positive and the negative component. The positive, it's the sulfate, it's aerosols, and so they are attracted by the gravity, and where the gas, it's more turbulent, and so it stays in the altitude. And so you have a separation. Understood. Thank you. Thank you, Joël.